Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Gilles Carrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, député LR, les Républicains du Val-de-Marne, ancien président de la Commission des Finances. Bon, le contenu de cette allocution du président Macron, qui aurait dû être diffusée, il faut rappeler un peu l'histoire, donc lundi soir à 20h, elle a été enregistrée en fait un peu avant dans l'après-midi, 26, 27, 28 minutes nous dit-on. Allocution reportée évidemment signée pour les raisons que l'on sait du fait de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame. Contenu qui a été révélé depuis par plusieurs médias, ni confirmé ni démenti par l'Élysée, mais bon, l'AFP, RTL, France Info. Au global, on va revenir sur l'ensemble des mesures, mais au global, on a le sentiment qu'il n'y a pas de virage, de grand virage économique et social. C'est votre sentiment aussi? Il y a cette volonté qui est plus d'équité, de soutien au pouvoir d'achat, mais il n'y a pas de grand virage. Tout d'abord, le président a eu raison de reporter son intervention. Donc, il va annoncer ces mesures dans quelques jours. Et elles sont en fait dans la ligne des décisions qui avaient déjà été prises en décembre dernier et dans la ligne de la politique économique et sociale du pays. C'est souhaitable qu'il n'y ait pas de grand coup de barre à gauche le grand soir fiscal, par exemple, moi je n'y ai jamais cru. Jamais cru. Le grand soir fiscal, bon, ça relève un peu de l'esbrouf du discours, mais il y a un adage qui dit, il y a un adage qui dit qu'un bon impôt est un vieil impôt. Parce que quand vous voulez faire le grand soir fiscal, il y a des gagnants, mais il y a aussi beaucoup de perdants. Évidemment. Et en général, les gagnants, ils ne disent pas grand-chose, ils sont contents, mais ils se taisent, tandis que les perdants, eux, ils hurlent et ils ont raison. Et donc vous soutenez cette idée qu'il ait eu raison de ne pas opérer un grand virage en matière de politique économique? On est plus dans l'approfondissement de ce qui a été fait et présenté en décembre. Je pense qu'il ne peut pas faire autrement. Par contre, ce que je regrette, c'est toutes les annonces précédentes. Vous verrez, ça va être, avec le mot à la mode, ça va être disruptif. Bon, ce n'est pas disruptif du tout. Enfin, je pense que ce que j'en sais n'est pas disruptif. Rien dans ce qui est annoncé en matière économique mais dès lors, disruptif pour vous. Mais dès lors, ça me paraît quand même plutôt raisonnable. Ouais. Si je prends un exemple, réindexer les pensions. Oui. Il faut être précis, pardon, mais vous savez, pour les pensions de retraite en dessous de 2 000 €, donc ces petites et moyennes pensions, 2 000 €, on n'est pas sur ces petites et moyennes pensions, 1,5 milliard. Réindexer les pensions, ça va dans la bonne direction, mais on s'arrête à mi-chemin. Parce que les pensions, c'est en fait le retour, c'est une sorte d'assurance. Le retour de cotisation qu'on a payé toute sa vie, même si on est dans un système de répartition. Et donc, moi, je trouve profondément injuste que certaines pensions, au prétexte que les revenus sont plus élevés, ne soient pas réindexées. Vous auriez souhaité une réindexation sur l'ensemble des pensions? Mais bien entendu, et je pense que cette question posera un problème de rupture d'égalité. En tout cas, nous la poserons devant le Conseil constitutionnel. Vous avez pourtant, cotisé. Sur la CSG, c'est passé. Vous avez cotisé sur la CSG. Toute votre vie. Vous avez cotisé. Oui, mais les pensions, c'est différent. Ouais. C'est une contrepartie. Vous avez cotisé toute votre vie et vous avez cotisé de façon proportionnelle à vos revenus. Et votre retraite, elle est proportionnelle à ce que vous avez cotisé. Et donc, je trouve qu'il y a une vraie rupture d'égalité. C'est une injustice profonde que de dire pour certains on indexera et pour d'autres pas. Donc c'est injuste et c'est une erreur et ça pourrait potentiellement être retoqué par le Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité. C'est ce que je pense. Ce n'est pas du tout la même logique que pour la CSG. La CSG, c'est un impôt, une imposition de toute nature. Et c'est comme l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il est progressif. Les retraites, ça n'est pas la même chose. On ne peut pas désindexer seulement une partie des retraites. On va passer en revue les mesures. Juste, le vrai virage, au final, est-ce qu'il n'est pas sur la manière de gouverner du président? Apparemment, encore une fois, ça demandera confirmation, il souhaite associer les citoyens, les Français, avec des référendums nationaux, locaux, organiser des conférences sociales, réformer le référendum d'initiative partagée avec un moins de votants, de soutien. Le président semble avoir compris quelque chose. On a été un certain nombre à l'alerter d'ailleurs sur ce point. Moi, j'étais très malheureux au début de cette législature parce qu'on considérait par exemple les maires, Dieu sait s'il y a une fonction qui est reconnue par nos concitoyens, quelles que soient nos sensibilités politiques, c'est la fonction de maire. Moi, j'ai été maire pendant 24 ans. Et les maires
étaient persona non grata. On considérait que bon, les maires, il n'y avait pas du tout donc le style jupitérien s'est terminé. Et Emmanuel Macron, avec les réunions qu'il a conduites à partir du début de l'année, il a compris qu'un pays comme le nôtre, même si c'est un pays centralisé, même si c'est toujours tentant d'avoir une politique verticale, un pays comme le nôtre ne fonctionne de façon harmonieuse que s'il s'appuie sur des corps intermédiaires, à commencer par les maires. Donc, il a compris ça, mais il n'avait jamais exercé de fonction publique locale. En fait, il est arrivé avec une grande inexpérience au poste à la responsabilité suprême. C'est ce que les Français voulaient aussi. C'était la rupture. Professionnels de la politique. La rupture, le nouveau monde. Mais on se rend compte que dans notre pays, il y a des données intangibles, il y a des fondamentaux. Et les maires, le dialogue avec les maires, avec les élus locaux, c'est un fondamental de la République française. Ouais. Alors, passons maintenant un petit peu en revue les mesures, on l'a dit, hein, la réindexation partielle des pensions en dessous de 1 000 €, vous le regrettez et vous porterez... Je me félicite pour ceux qui sont en dessous de ce seuil, mais je trouve que c'est injuste pour les autres. Voilà. Ensuite, il y a sur l'impôt sur le revenu. Apparemment, on attend une baisse significative, le terme est employé, de l'impôt sur le revenu, avec tout ça financé par un rabot sur les niches fiscales. Tout ça reste assez flou, mais sur le principe, vous en pensez quoi? Parce que quels sont les montants en jeu? Parce qu'on a cru comprendre que les aides à la personne pourraient être sanctuarisées. En même temps, on sait que sur les 4 milliards qu'elles coûtent, un tiers profite à des personnes qui gagnent plus de 100 000 €. Et on sait que dans les députés de la République En Marche, il y en a certains qui sont tentés par cette idée de se dire que pour eux, on pourrait baisser le taux du crédit d'impôt pour que ce soit moins profitable. Mais vous savez quelles sont les deux niches fiscales principales à l'impôt sur le revenu? C'est, vous l'avez évoqué, les aides à la personne. Les aides à la personne. Et c'est l'abattement de 10% sur le revenu imposable des retraités. Oui, ça, on ne touche pas, ça. Vous le dites vous-même. Derrière, c'est des petites niches. Il y en a une qui peut être dans le collimateur, parce qu'elle est utilisée uniquement par quelques milliers de personnes. Girardin. Non, on pense à quoi? Plus encore, quelques milliers de personnes, des happy few, et qui ont tous des revenus, ou presque des revenus très élevés. C'est les Sofica. Voilà. Pour financer le cinéma français. Voilà. Voilà. Bon, mais ça représente, il y a quelques milliers de personnes, mais ça représente 25 millions, 30 millions d'euros. Donc c'est pas avec ça qu'on ira bien loin. Les jeunes, c'est l'épaisseur du trait. Donc là aussi, parler des niches fiscales en général, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'ils nous disent lesquelles, lesquelles, et comment on s'y prend pour neutraliser le chien ou amadouer le chien qui est dans la niche. Évidemment. Mais sur le principe, vous dites banco, sachant que Par contre, une mesure de baisse de l'impôt sur le revenu, mais gagée par il faut qu'elle soit significative. C'est quoi significatif pour vous? Je pense que c'est 4-5 milliards. C'est 4-5 milliards pour que ça se voit. Centré, encore une fois, sur la création de premières tranches pour rendre plus progressif, plus douce l'entrée dans l'impôt sur le revenu? Qu'on le centre sur les premières tranches, sur l'entrée, dans l'entrée sur l'impôt sur le revenu, ça je peux le comprendre, parce que même si on le traite, je ne vais pas entrer dans la technique, par le système dit de la décote, mais l'entrée dans la première tranche, c'est un sujet très difficile. On a essayé de le corriger sous la précédente législature. Souvenez-vous, il y avait une première tranche qui était à 5,5. Elle a été supprimée et pour améliorer le lissage, et on entre maintenant directement à 14. Mais là aussi, il y a des problèmes. Et moi, je pense que si on a une masse de 4-5 milliards, la centrer sur la tranche à 14 et en partie celle à 30, je pense qu'on a intérêt à cibler. Où on les trouve ces 4-5 milliards, puisqu'on a dit que les grosses niches, elles sont sanctuarisées? Le choix du gouvernement, c'est de les emprunter. Oui. Ou faire des économies. J'ai compris ou de faire des économies. Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins, et donc supprimer le nombre d'organisations inutiles. C'est ce qu'avait prévu de dire le président. C'est quoi là les organisations inutiles? Oui, mais ça, moi j'entends ce discours depuis 30 ans, depuis 20 et quelques années, et je réponds toujours la même chose, mais dites-nous lesquelles. Dites-nous lesquelles. Le discours général sur les économies n'a aucun intérêt. C'est un discours, c'est de la littérature. Sur les économies, il faut dire lesquelles et surtout comment on s'y prend. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, ça ne se fait pas. Pour le coup, les économies, les réformes structurelles, comme on dit en matière de finances publiques, moi j'en vois deux. La première, c'est sur les effectifs et la masse salariale. Là, je reste persuadé qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux. Rendez-vous compte. On a fait 10% du chemin. Dans le programme, par rapport aux objectifs. Mais dans le programme d'Emmanuel Macron, alors c'était dans son programme, donc on ne peut pas dire qu'il ne tient pas ses promesses. Sur l'État,
L'État, c'est-à-dire 2 millions de fonctionnaires d'État, plus les opérateurs, plusieurs centaines de milliers d'opérateurs dans les musées, à Pôle emploi, etc. Ça fait 2 300 000, 400 000 personnes. Quelle diminution en 5 ans à l'horizon 2022? 50 000 50 000. Combien on a fait? Bon, là, on a dû faire... non, moins que ça. On a fait sur l'État... sur l'État, vous avez raison. Sur l'État, on a fait 328 en 2018. Et cette année, on va faire... L'objectif, c'est de faire, je crois, 2000, de l'ordre de 2000. Donc, sur 2 millions de fonctionnaires d'État, 50 000 suppressions de postes à horizon 5 ans, on a fait... 2000. 2000. Voilà. Alors, les chiffres sont têtus, là. C'est... Bon. C'est vrai que c'est difficile. Le gros défort sera fait sur la fin du mandat, nous dit le président. Oui, mais bon. Il y a comme une Moi, je ne veux pas jeter la pierre parce que ce type de discours, je l'ai entendu si souvent à travers les législatures. Même quand la droite était aux affaires. Mais bien sûr, donc c'est pour ça, pour critiquer, il faut... j'essaie toujours sur ces sujets-là d'être le plus objectif possible parce que c'est très difficile. C'est vrai qu'entre 2007 et 2012, sous Nicolas Sarkozy, on n'a pas remplacé une partie substantielle, c'était le 1 sur 2, mais au bout de 5 ans, il y avait 60 000 départs en retraite par an, on n'en remplaçait que 30 000, au bout de 5 ans, on reversait la moitié des gains. Ça faisait 150 000, mais vous avez raison, ça a été moins dit. Même dans certains ministères comme à l'intérieur, c'était la quasi-totalité des gains a été rendue, sans modifier pour autant les conditions de travail. Donc l'économie n'a pas été, elle a été importante, mais alors je pense que là, on a des marges. Et puis la deuxième source d'économie, évidemment, c'est toujours la même. C'est parce que la mère de toutes les dépenses sociales, c'est ça? C'est les retraites. La mère de toutes celles qui c'est ce sont les retraites. Il s'est un petit peu, enfin, on n'a pas vu les images, il y a eu cette retranscription écrite qu'ont eu beaucoup de rédactions. Le président, dans cette allocution qu'il a enregistrée mais qui n'a pas été diffusée, il s'est aventuré sur le sujet sans être précis sur la durée du temps de travail. Il dit en gros, pour justifier les baisses d'impôts, pour les rendre plus pérennes, il faudra que les Français travaillent plus longtemps. Mais sans préciser comment, il parle de quoi là, du report de l'âge à la retraite, le fait de travailler comme ça, un nouveau genre de solidarité, c'est quoi? Alors le nouveau genre de solidarité, vous vous souvenez, ça avait été mis en place sous Jean-Pierre Raffarin pour financer déjà à cette époque la dépendance. Et ça avait permis d'augmenter de 0,3%, je crois de mémoire la CSG, enfin bref, ça a déjà été tenté. Sur la réforme des retraites, je trouvais l'exercice conduit par M. Delevoye vraiment intéressant. Et c'est un exercice qui s'il est mené à bien, d'abord, c'est un exercice de justice. Non, mais je voulais le faire parce que je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux exercices. C'est-à-dire l'exercice sur la durée légale du travail, faut-il passer à 63, 64, 65 ans alors qu'on est à 62 ou mettre l'accent d'abord sur l'unification des régimes avec le système dit de l'âge pivot avec bonus-malus. Cette réforme, je la trouve très intéressante et je pense qu'il ne fallait pas mélanger les deux exercices et que laisser Jean-Paul Delevoye aller jusqu'au bout de son travail. Bon, un petit mot sinon, Gilles Carrez, de l'ISF. On a compris, ce n'est pas une surprise, pas touche à l'ISF, nous aurait dit le président. Même si, encore une fois, et ce n'est pas une surprise, il laisse la porte grande ouverte. Rien de neuf non plus, parce qu'il y a une évaluation qui est prévue au Parlement, donc il n'a rien annoncé de particulier. Mais il dit quand même que si jamais cette réforme était inutile, je la corrigerai avec le même pragmatisme. Oui, mais attendez, l'évaluation... Comment est-ce qu'on arrivera à prouver ça? Attendez, d'abord, une évaluation, ça se fait sur une longue durée. Et l'évaluation qui existe sur l'ISF, c'est celle de l'existence de l'ISF depuis plus de 30 ans dans notre pays, qui a détruit des emplois, a fait partir des entreprises, a conduit à la vente d'entreprises familiales à l'étranger. Mais c'est normal d'évaluer. Il faut évaluer. Les évaluations qui conduisent à la suppression de l'ISF, qui ont été faites sur plusieurs dizaines d'années, ces évaluations, elles conduisent à un constat évident. C'est que l'ISF est nocif pour l'investissement et pour l'emploi et pour l'attractivité de notre pays. Ça, c'est une évidence. Donc, vous savez que pour les Français riches qui conservent leur argent sur leur compte en banque, ils ne payent plus l'ISF dessus. En quoi c'est productif? En quoi ça aide l'économie française? Parce que notre problème, c'est le suivant. Votre grand-père a créé une entreprise, parce que la vraie richesse, elle est dans les entreprises. Et à la deuxième génération, troisième génération, vous avez plusieurs dizaines d'héritiers, chacun a un petit pourcentage d'entreprise.
il n'y en a qu'un ou deux qui sont mandataires sociaux dans l'entreprise. Eh bien, l'entreprise, elle était obligée de verser des dividendes importants pour permettre à celui qui, par exemple, qui est prof, il est prof, il a 2 500 € par mois, et puis il se retrouve avec un ISF qui On n'est pas tous dans cette configuration non plus. Il y en a beaucoup de cas. Moi, écoutez, moi, les idées générales, j'ai regardé des dizaines de cas pratiques pour me faire une idée, des dizaines de cas. Eh bien, un jour, il y a un conseil de famille, et on dit, écoute, toi, tu es bien gentil, tu es mandataire social, en plus, tu ne payes pas l'ISF, tu gagnes plus que nous, et nous, on peut plus payer l'ISF, donc on vend l'entreprise. Ou alors l'entreprise verse des dividendes, et tous ces dividendes qu'elle verse pour payer l'ISF, c'est autant de financement, d'autofinancement et d'investissement en moins. Donc, pourquoi tous les autres pays l'ont supprimé sur les entreprises? Parce qu'ils sont arrivés à ce constat, mais beaucoup plus rapidement que nous. Nous, il nous aura fallu plusieurs décennies. Bon, c'est très intéressant. On manque de temps, d'autant qu'il a son taxi à prendre, Gilles Carrez. Non, j'ai tout mon temps. Non, par contre, on finit juste là-dessus. Ce que je retiens, c'est qu'il y aura un recours, il y aura un recours de la droite sur selon vous, si c'est confirmé, sur la réindexation des pensions de retraite inférieures à 2 000 €. Ah, on fera un recours sur la rupture d'égalité, ça bien entendu, pour demander à ce que cette indexation porte sur toutes les retraites. Ça, c'est une évidence. Bon. En tout cas, rien de renversant, hein. Pas d'effet waouh, comme on dit. Mais à propos de recours, nous venons d'envoyer un recours sur la privatisation d'ADP, et que je trouve extrêmement bien motivé, où on plaide le fait que ADP constitue un monopole de fait, et on ne privatise pas un monopole de fait. Vous y croyez? Vous croyez que ça ira au terme, là, ce référendum d'initiative partagée? Certains disent qu'au final, ça reviendra devant l'Assemblée et que les députés de la République En Marche écarteront cette idée de référendum. Attendez, mais ça voudrait dire que pendant les 9 mois, on recueille les signatures, on aurait réussi à en avoir plus de 4 700 000, et que donc on reviendrait à l'Assemblée, ça c'est possible, et que, à nouveau, la décision serait prise par la majorité malgré 4 700 000. Non, à mon avis... C'est ce qui se profile, non? Mais à mon avis, ce sera très compliqué pour la majorité, avec un vote populaire aussi important, de ne pas modifier sa copie. Ils seront conduits à modifier la copie. Par ailleurs, pendant les 9 mois qui viennent, est-ce que vous voyez un investisseur privé non, dans l'attente, non. Donc, nous, on est persuadés que c'est une erreur stratégique. Et pour des raisons, on n'a pas le temps de les développer ici, mais pour des raisons multiples d'aménagement du territoire, environnemental, y compris aussi pour des raisons financières. C'est la poule aux œufs d'or. Et bon, on ne va pas la brader comme ça au privé. Et donc, nous souhaitons, convaincus de ce que il ne faut pas commettre la même erreur que pour les autoroutes, nous souhaitons... C'est ce que nous dit le gouvernement. Par contre, nous sommes très ouverts. Face à Bruno Le Maire, votre ancien collègue. Nous sommes très ouverts. Écoutez, moi, je suis cohérent avec moi-même. En 2005, j'étais opposé à la privatisation des autoroutes. J'étais rapporteur du budget. Et à l'époque, j'étais en conflit avec justement le cabinet du Premier ministre, où était Bruno Le Maire. Enfin, ce n'est pas lui qui dirigeait le cabinet, mais il en faisait partie. Vous êtes constant dans votre conviction, c'est ce qu'on aime. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Gilles Carrez, donc député Les Républicains du Val-de-Marne, ancien président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci. Merci.